merci d'être là. Cette étude se fonde essentiellement sur l'exploration et l'analyse d'un corpus d'archives diplomatiques allemandes et françaises, ainsi que sur les archives de hauts fonctionnaires de la social-démocratie allemande que j'ai eu l'occasion d'analyser auprès de la fondation Friedrich-Ebert-Stiftung à Bonn. Elle couvre la période des accords de Paris 1955 au traité de l'Élysée 1963 et celle des accords d'Évian. La politique de soutien pratiquée en Allemagne fédérale à l'égard de la Fédération de France du Front de libération nationale de 1956 à 1962 et les implications qu'elle provoque sur l'évolution des rapports franco-allemands sont donc étudiées dans le contexte de la guerre froide, de la décolonisation et de la construction de l'Europe. Je me suis efforcée dans ce travail de révéler surtout la trame complexe qui sous-tend les rapports de pouvoir et les conflits d'intérêts qui opposent des stratégies institutionnelles à des logiques de groupes de pression. Il n'y a pas de politique d'État uniformisée, lisse, linéaire, d'aucun côté, ni du côté de la RFA, ni de la RDA, ni du côté des Algériens, et encore moins sous la 4e République ou sous la 5e République. Soucieuse d'éviter de faire double emploi avec des études déjà effectuées sur le sujet, animée par le souci d'appréhender au-delà du miroir d'autres questions plus complexes dont certains documents étaient porteurs d'indices, j'ai délibérément privilégié l'exploitation des archives diplomatiques réservées qui sont obtenues par dérogation, sans trop savoir pourquoi la plupart du temps. Incomplets et encombrants, ces documents finissent par leur présence d'autres vides à combler et posent la question de leur emploi et de leur réajustement pour rendre possible une narration du réel. L'enregistrement et l'édition des documents officiels, imprimés, accessibles dans les salles de lecture, offrent par ailleurs une version sélective et diplomatiquement correcte qui ne m'arrangeait pas, qui ne me confortait pas. Cette documentation officielle renseigne alors sur le mode de fonctionnement des administrations concernées ainsi que sur leur fabrication de l'histoire. Mais celle autorisée, celle que j'ai obtenue par dérogation, m'a aussi posé question. Je me suis demandé quelle histoire on me permettait, dans une certaine mesure, de fabriquer à mon tour. Alors, je vais traiter de quelques aspects très succincts de l'ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Peter Lang à Berne, qui couvre un spectre important de questions, y compris les accords d'Évian et leur incidence sur le pacte, le traité de l'Atlantique Nord, qui est un des derniers chapitres et qui traite de toute autre histoire. Je reviens donc essentiellement dans mon intervention sur la politique extérieure de l'Allemagne fédérale à l'égard du FLN, sur celle de la social-démocratie, que je considère comme une politique extérieure parallèle et complémentaire officieuse. Elle va agir sur le terrain là où le gouvernement fédéral, par pragmatisme, par prudence et par prudence par rapport aux partenaires allemands avec lequel la réconciliation est très difficile. La social-démocratie, elle, sur le terrain, va appliquer effectivement une politique extérieure que l'on définit en allemand comme eine Nebenaußenpolitik, une politique extérieure parallèle et complémentaire. En 1955, les autorités fédérales ont rétabli les relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Elles appliquent la doctrine Hallstein et ne souhaitent pas prendre officiellement position en faveur d'une Algérie française, car elles craignent de voir les pays non alignés, les États africains et arabes, rejoindre l'Union soviétique et reconnaître la RDA. L'aspiration à la réunification allemande et l'inquiétude de voir les forces alliées britanniques et américaines se désengager de l'Europe occidentale, accrues par celle d'une hégémonie soviétique sur le flanc sud de l'Europe, induisent les dirigeants allemands à développer des stratégies de consolidation de la construction européenne et d'élargissement de leur sphère d'influence dans le monde. Ils optent pour une neutralité pragmatique à l'égard des autorités françaises et de laisser faire face aux actions du FLN installées sur leur territoire au cours de l'année 1957. Les efforts de propagande et l'intense activité diplomatique du Quai d'Orsay, ce que révèlent les nombreux documents
confirment un intérêt croissant pour la question algérienne. Ils traduisent le mécontentement grandissant et le désarroi de Paris face à l'internationalisation du conflit, mais le refus larvé de l'administration allemande de répondre aux injonctions françaises et la question difficile de la coopération franco-allemande en matière de défense nucléaire aggrave peu à peu le contentieux entre les deux États. Le gouvernement français n'a de cesse de faire participer le gouvernement fédéral à la fabrication de la bombe atomique. Donc c'est aussi un des aspects que je traite, que je développe dans cet ouvrage-là. Les documents et les témoignages, puisque j'ai aussi rencontré des hommes politiques allemands et algériens, le confirment. C'est sous couvert diplomatique et discrètement que les interventions allemandes ont lieu et que les actions sont contrôlées. Et c'est donc dans ce cadre-là que l'on s'interroge aussi sur l'enjeu que pouvait représenter une Algérie indépendante pour la République fédérale d'Allemagne, sur les motivations et les perspectives des hommes politiques allemands au tournant des années 60 face aux réactions et aux interventions de l'État français. Quelle signification avait alors la politique allemande officielle dont la caractéristique principale semblait être celle de la réserve? Quelles en étaient les implications? La politique franco-algérienne, domaine réservé du général de Gaulle et de son entourage très proche, prend un cours décisif à partir de 1958. Ce cours est déterminé par des enjeux qui semblent échapper aux indépendantistes algériens eux-mêmes. Ils échappent aussi aux dirigeants allemands et déterminent les rapports franco-allemands dans les secteurs de la coopération économique, mais plus particulièrement dans les domaines de la défense et de la recherche atomique. À partir de 1959, en France, le pouvoir raisonne selon deux perspectives. Celle de la menace d'une confrontation nucléaire entre deux systèmes politiques et économiques antagonistes d'une part. De nouvelles orientations se dessinent en politique étrangère qui se fixent pour objectif majeur de lever les obstacles anachroniques qui font barrage au recouvrement de la puissance française, entre guillemets. Il s'agit de régler la question du conflit algérien et de mettre fin à l'hostilité séculaire franco-allemande. Côté allemand, en 1955, le chancelier Konrad Adenauer est encore convaincu que l'Algérie doit rester dans le giron du bloc ouest et que sa perte facilitera l'expansion soviétique dans le bassin méditerranéen. Bien que la question algérienne ne pouvait se laisser grossièrement classer dans l'antagonisme de la guerre froide entre bloc capitaliste et bloc communiste, de par sa dimension nationaliste et de par les réactions de solidarité qu'elle suscite tant auprès du monde musulman qu'une partie de l'opinion chrétienne, le chancelier soutient encore les dirigeants de la 4e République et il pense que les Américains n'ont rien compris au projet russe et il dit qu'il y a une menace qui est celle d'encercler l'Europe occidentale par l'Allemagne d'une part et par l'Égypte et la Méditerranée d'autre part. C'est donc dans un premier temps au nom de la sauvegarde du monde libre et des nations chrétiennes occidentales qu'il soutient discrètement la politique française en Algérie jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. Tributaire de la construction européenne, de la réconciliation franco-allemande, la question de la résolution de la question allemande va conditionner la politique fédérale. Il n'est pas encore question de concurrencer la présence française en Afrique, ni de toucher à ses intérêts, et cela même au détriment des intérêts allemands. À partir de 1956, ce n'est pas seulement la crise du canal de Suez ni Budapest qui suscite les appréhensions de l'administration allemande, c'est aussi la question algérienne qui sera posée à la prochaine session de l'ONU. L'Allemagne de l'Ouest a encore moins de raisons que les États-Unis à se lier aux intérêts franco-britanniques. L'industrie allemande a des intérêts distincts au Moyen-Orient. Aussi préconise-t-on, dans les milieux d'affaires, une complète neutralité de la République fédérale sur cette question. Le commerce, la finance et l'industrie lourde s'empressent auprès des pouvoirs publics afin que leur position économique ne soit pas mise en cause. Par ailleurs, l'offensive économique de l'Union soviétique vers les pays arabes, la coordination de l'action économique des États occidentaux face à cette pénétration, l'approvisionnement de l'Europe en pétrole nécessaire à la production d'armes conventionnelles et stratégiques, essentielles pour sa défense, ainsi que la participation des industriels allemands à l'équipement et à l'industrialisation de ces régions du Moyen-Orient, sont les sujets qui préoccupent autant le gouvernement fédéral que l'industrie allemande. En matière de politique extérieure et économique arabe, les deux États allemands s'influencent. L'un est conditionné par l'application de la doctrine Hallstein, l'autre par son aspiration à la reconnaissance internationale. Ces contradictions interallemandes sont utilisées par les non-alignés pour atteindre autant qu'ils le peuvent leur objectif de souveraineté entière.
la résolution de la question algérienne et l'évolution des rapports économiques de l'Algérie post-indépendante, avec les deux États allemands, en offre un bon exemple. Ce fut aussi l'objet d'une autre étude que j'ai menée dans le cadre d'un doctorat, de la soutenance de mon doctorat. Si l'application de la doctrine Hallstein est progressivement mise à l'épreuve et confrontée à ses limites, cela ne signifie pas pour autant que les dirigeants du Front de libération nationale, le FLN, sont prêts à reconnaître le gouvernement est-allemand et qu'ils bénéficient en RDA d'un soutien comparable à celui qui leur est réservé en RFA, ce qui est un mythe. La RDA n'a pas... Le bureau du FLN n'était pas installé à Dresden ni à Leipzig, il était installé à Bonn, Bad Godesberg. Et ce n'est qu'à partir de 1960 que l'Union soviétique, reconnaissant le GPRA, va répartir les tâches entre la RDA et la Tchécoslovaquie. Aux Tchèques, à fournir le FLN et le GPRA en armes, à la RDA de mener une campagne d'aide, d'accueil, de soutien des réfugiés, des étudiants, de formation, mais surtout idéologique, de campagne et de propagande anti-RFA. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de politique extérieure officielle de réserve. Je vais essayer de m'expliciter assez rapidement. Des rapports adressés par l'ambassade de la République fédérale à Paris, au ministère des Affaires étrangères et à la chancellerie à Bonn, révèlent que les dirigeants allemands sont, depuis le déclenchement de l'insurrection algérienne, régulièrement et judicieusement informés sur la situation politique, sociale, économique et militaire qui prévaut en Algérie et sur les actions du FLN et du GPRA. L'identité musulmane et algérienne de cette région du Maghreb y est reconnue. Certes, elle n'est pas une partie originelle du monde et de l'espace occidental chrétien, mais cela n'exclut pas de penser le développement de nouvelles relations. Je vais citer un haut fonctionnaire qui a joué un rôle décisif dans l'installation et la protection des actions des indépendantistes algériens en République fédérale, Paul Franck, que l'on ne connaît pas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et que j'ai interviewé. La guerre coloniale, je cite, « La guerre coloniale perturbait également les autres voisins européens. Nous étions d'avis que l'on ne pouvait pas contester le droit à l'indépendance revendiqué par les Algériens. La politique de ceux qui voulaient conserver l'Algérie française nous inquiétait. Or, ces derniers revenaient au pouvoir avec l'élection de la nouvelle Assemblée nationale. Celle en zigzag, menée par le général de Gaulle, a inutilement prolongé la guerre. La conscience allemande de la reconnaissance du droit des peuples à l'autodétermination est précoce et sans ambiguïté, reflet de l'évolution des positions gouvernementales et de l'opinion publique, de la société allemande. La presse allemande critique l'aveuglement des hommes politiques français face aux nouvelles réalités historiques. On souhaiterait voir la France consacrer plutôt ses forces à la construction et à la défense de l'Europe occidentale que de les investir dans une politique d'une Union française en voie de disparition. Un consensus allemand s'affirme sans équivoque à ce propos. L'absence de perspective de négociation de paix, la poursuite de la guerre, la pratique de la torture et les condamnations à mort, la chasse à l'homme orchestrée par les services secrets français, les actes criminels de la main rouge favorisent l'accueil et l'installation de militants du FLN sur le territoire ouest-allemand. Cette question pose problème. Elle est débattue en République fédérale d'Allemagne dès 1957, sans jamais faire allusion à l'Algérie, se référant à la Convention des droits de l'homme de 1950, ainsi qu'à la Constitution, à la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne. Bonn pose le problème sur un terrain strictement juridique. Les dirigeants allemands évitent ainsi d'alimenter des controverses pénibles avec le gouvernement français et ceux qui, en France, accusent la RFA d'abriter des terroristes, entre guillemets. En février 1958, les Affaires étrangères fédérales, en collaboration avec le ministère fédéral de l'Intérieur, communique des indications à la presse et au gouvernement des Länder et précise la situation de droit telle qu'elle résulte de la Grundgesetz, de la loi fondamentale, de la Constitution, conformément à l'article 16. Le point de savoir s'il s'agit effectivement de poursuites d'ordre politique doit être déterminé par les autorités administratives et judiciaires allemandes compétentes, c'est-à-dire des Länder. Cela échappe au gouvernement fédéral. Et c'est ce que Paris ne comprend pas. Cette attitude officielle
facilite à partir de septembre 1958 l'installation de plusieurs centres d'activité de la Fédération du FLN de France du FLN en RFA, où son action s'exerce jusqu'à la signature du cessez-le-feu, le 18 mars 1962, dans des domaines divers, information et mobilisation de l'opinion publique, de sympathisants, recrutement de militants et d'étudiants algériens, achat et transport d'armes, convoiement et placement de fonds, recueil des cotisations et d'autres fonds qui assurent le financement de l'organisation et de la guerre d'indépendance, accueil et hébergement des militants du front qui fuient les poursuites des services de police français. En leur âme et conscience, parfois par idéalisme, des femmes et des hommes agissent au-delà des clivages traditionnels gauche-droite. Des personnalités s'engagent, dont Paul Frank et Hans-Jürgen Wischnewski, le jeune député social-démocrate. Convaincus du non-sens colonial, elles interviennent légalement et ou en parallèle de la politique officielle menée par l'équipe gouvernementale du chancelier Konrad Adenauer, dans le cadre constitutionnel de la loi fondamentale ou des orientations politiques définies par les programmes de leur parti qui servent de référence et parfois de parapluie en la matière. On assiste au développement de stratégies originales à une répartition des tâches à géométrie variable qui se déroule au fur et à mesure que la guerre s'intensifie et se pense sous les pressions et dans l'urgence des priorités fédérales et internationales. Des rôles et des missions se distribuent entre la coalition gouvernementale CDU, CSU, FDP et l'opposition social-démocrate, entre le Bundestag, le Parlement, et le ministère des Affaires étrangères, l'Auswärtiges Amt, certaines ambassades, les ministères de l'Intérieur, de la Justice et les institutions régionales des Länder, d'une part, et d'autre part, entre elles et la société civile. Les représentants du gouvernement fédéral en poste à l'étranger établissent et entretiennent des contacts officieux avec les représentants du GPRA. C'est sous le couvert des actions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge algérien qu'une aide financière et matérielle est assurée au FLN par le biais des missions diplomatiques fédérales en Afrique et dans certains États arabes, tandis que sont établis par l'entremise des responsables de la Ligue arabe et des ambassades marocaines et tunisiennes les premiers contacts avec les dirigeants nationalistes algériens à qui l'on autorise le passage et les courts séjours sur le territoire fédéral. Paul Frank, témoin particulier de cette histoire, haut fonctionnaire de l'État allemand, développe une pensée qui s'est traduite en actes politiques contestés et pouvant paraître contestables à une époque où peu d'hommes politiques et encore moins de hauts fonctionnaires osaient s'engager de façon aussi concrète dans la résolution de questions politiques graves, entre autres celle de l'indépendance algérienne. De 1958 à 1962, il agit en défenseur et protecteur des militants du FLN qui se réfugient et opèrent sur le territoire fédéral. Homme de l'ombre, Paul Frank intervient à l'échelon fédéral et diplomatique, à la périphérie de la politique extérieure allemande, mais toujours au sein et sous couvert des institutions, parfois à contre-courant du concept de politique extérieure développé par Konrad Adenauer. Je le cite, « Mon engagement pour le droit des Algériens au recouvrement de leur souveraineté ne répondait pas seulement à des motivations humanistes, mais également au souci de conserver intactes des perspectives de coopération après la guerre, car je ne doutais pas un seul instant de l'indépendance de l'Algérie. Il nous fallait préserver nos futurs partenaires. Ce sont bien 3000 militants du FLN que nous avons recensés en Allemagne fédérale. Je dis bien 3000 militants. Aussi longtemps que je me suis occupé des secteurs de l'Europe de l'Ouest et de l'Afrique du Nord au ministère des Affaires étrangères, jamais aucune extradition des membres du FLN n'eut lieu. Je m'y suis toujours opposé, car leur extradition aurait signifié leur mort. Cela ne fut pas tâche facile, car la considération à l'égard du voisin français avait la priorité. Mais nous ne pouvions pas non plus approuver la politique algérienne de M. Michel Debré et de ses gaullistes à 100% qui pensaient pouvoir prendre la République fédérale d'Allemagne en remorque. Le chancelier et les chrétiens démocrates observent une attitude distante, jouent la solidarité discursive avec le difficile voisin français, mais ils s'abstiennent aussi de réagir publiquement à ces récriminations. Soucieux de consolider et d'améliorer ses rapports avec l'État français, le gouvernement fédéral ne condamne pas les responsables politiques et militaires qui décident de rétablir l'ordre, mais il ne soutient pas publiquement la guerre coloniale. Bonn ne reconnaît aucune institution provisoire du futur État algérien, mais laisse agir l'opposition social-démocrate et les jeunes générations allemandes qui refusent la logique des guerres coloniales et qui ont bien du mal, par ailleurs, à tolérer l'occupation de l'Allemagne et sa division. Plus
Plus préoccupante pour les autorités françaises sont l'attitude de l'action publique des jeunes socialistes et des syndicats relayés dans la société par les églises, les associations caritatives et les mouvements d'étudiants. Les actions vont donc se poursuivre et s'amplifier jusqu'à la signature des accords d'Évian. C'est là où les sociodémocrates interviennent et vont, eux, mener sur le terrain concrètement une véritable politique extérieure d'aide et d'accueil des indépendantistes algériens. Le responsable, la figure la plus importante est Hans-Jürgen Wischnewski, le député social-démocrate, qui va s'engager jusqu'après l'indépendance en faveur des relations algéro-allemandes et qui d'ailleurs vient de mourir et à qui je rends hommage aujourd'hui, qui est mort en février 2006 et qui 2005 et qui, sortant du coma pour quelques heures, trouve encore le moyen de demander si le FLN tient son congrès et où ils en sont durant leur congrès. C'est un peu étonnant et qui meurt sur ses derniers mots d'ailleurs. Voilà, alors je ne vais peut-être pas développer le tout puisque j'ai peu de temps. Alors, les archives inédites, quand même, ont permis de découvrir, en ce qui concerne l'aide apportée au FLN en Europe, des données considérables en matière de fonds, c'est ce que je voulais souligner ici, de réseaux d'armes aussi. Il se révèle qu'en fait, à partir de 1960, aux frontières se monte une véritable armée, celle du futur colonel Boumedienne. Les Français en sont conscients, ils le signalent, chiffres à l'appui qui sont peu contestables, hein, d'ailleurs, que j'ai vérifié. D'autre part, ce que j'ai découvert aussi, qui est intéressant concernant les accords d'Évian, c'est qu'il y a un aspect secret qui a été longtemps gardé secret et qu'il est encore en partie. Il y a non seulement l'exploitation des hydrocarbures qui est bien sûr nécessaire et que dont on tient à profiter vu les investissements, mais il y a aussi tout le côté des crédits que l'OTAN assure à la France pour l'entretien, l'équipement, le renouvellement de ses bases nucléaires dans le Sahara, sur la côte algérienne. C'est complètement inédit. Je suis tombée par hasard sur des archives interdites d'ailleurs. Et il y a tout cet aspect-là qui fait souci au gouvernement français et dont il tient compte pour la négociation à la table des accords d'Évian. Donc les hydrocarbures d'une part et la dépendance des crédits accordés par l'Alliance, par l'OTAN au gouvernement français pour l'entretien de ses bases nucléaires. D'autre part, ce que j'ai aussi découvert, c'est que le gouvernement français veut faire participer la RFA à la fabrication de la bombe atomique. D'autre part, il y a une compétition économique qui se poursuit encore après l'indépendance entre les deux pays. Il y a cet aspect de la politique extérieure officielle pragmatique et d'une politique extérieure officieuse mais complémentaire menée par la social-démocratie. Et il y a en fait cette aide financière et militaire importante qui a été accordée au FLN, tous les réseaux qui sont précisés, qui sont situés dans le temps, dans l'espace par les services du SDES. Il y a cette idée d'une nouvelle armée qui se constitue aux frontières et enfin les incidences de la signature des accords d'Évian sur le traité de l'Atlantique Nord. Voilà, j'ai été très brève. Vous pouvez avoir plus de détails dans cette étude donc, qui vient d'être publiée aux éditions Peter Lang à Berne et dont Gilbert Meignet et Mohamed Harbi ont fait les préfaces. Je vous remercie. Donc je vais surtout demander à la salle de faire comme les intervenants, c'est-à-dire de poser des questions très courtes, de manière à ce qu'il puisse quand même y avoir un débat. Donc il faudrait un micro qui marche, ça serait mieux pour la salle, mais sinon vous allez aussi devoir vous déplacer là. Natalia, peut-être.
Merci. Alors, on va prendre toutes les questions de manière à pouvoir regrouper les réponses. Donc, il y en avait déjà au moins 3. Il y avait une question devant vous. Encore 2 questions. 3 peut-être. Dernière question. Si j'ai bien compris la communication de M. Lédard sur Sahara, notamment sur tout ce qu'il nous a dit sur le forfait d'entité de la France avec l'OCRS, ça accréditerait, c'est une question de M. Jackson, ça accréditerait la deuxième hypothèse sur la stratégie de Gaulle, à savoir tout faire pour garder une Algérie intégrée. Voilà. Le lien entre les deux interventions. Merci. Alors, je vais continuer le rôle charmant de policier en vous disant que vous avez donc 5 minutes chacun pour répondre. Et à ce rythme-là, on sera peut-être à l'heure dans l'amphithéâtre pour la restitution des sessions. Donc, étant donné qu'on n'a que ce micro-là, on va commencer par ma voisine de gauche, puis peut-être le voisin d'ensuite et reprendre un temps de chaise. Oui, alors concernant l'utilisation, l'exploration des archives, dans cet ouvrage, j'ai par prudence, parce que mon histoire est une histoire fragmentée et inachevée, et quand on sort des archives, que ce soit à Berlin ou à Bonn ou à Paris, on est très modeste. Et on se dit qu'on n'a rien compris. Et qu'on on ne comprendra peut-être jamais rien. Peut-être. Hein. En tout cas, c'est fragmenté. Donc moi, j'ai eu accès à des archives par dérogation. On ne m'a jamais explicité pourquoi et comment. Et parfois, j'ai insisté et eu des dossiers qui sont vraiment interdits, qui me sont tombés sous le pupitre de la salle de lecture au Quai d'Orsay, sans savoir vraiment non plus comment. C'est au culot. Je demandais, je redemandais. Et il y a dû y avoir une confusion. Donc, c'est vraiment très arbitraire. Et il est vrai aussi que parfois, on se demande pourquoi elles sont interdites et réservées quand on les a sous les yeux, parce que cela ne remet en question ni la sécurité de personne, il n'y a plus de secret d'État, c'est déjà périmé, c'est déjà du passé.
Oui, c'est vrai. Mais alors, je vous renvoie donc à cet ouvrage où il y a tout un chapitre consacré à la mise en histoire de l'archive diplomatique. J'explicite vraiment les difficultés, les possibilités et les limites de l'utilisation des archives. Et la prudence, l'extrême prudence. Par rapport au réseau d'armes, c'est fantastique ce qu'il y a eu comme trafic d'armes à cette époque-là. Le lieu important, c'est l'Allemagne fédérale. C'est le territoire le plus où passent les armes. Elles arrivent d'Europe centrale et elles sont acheminées vers l'Algérie via les pays arabes par Hambourg et Bremen. Ce n'est pas par hasard que Bouteflika et Boumedienne, pendant cette période-là, se rendent régulièrement dans ces lieux-là. Voilà. Donc il y a des chiffres aussi. Il y a tout un chapitre que je consacre aux filières de réseau, aux réseaux d'armes et de fonds. C'est impressionnant. Ce que j'ai pu découvrir, c'était des archives aussi interdites et que j'ai eu vraiment là, par un hasard heureux, quoi. Donc on m'a pas autorisé à les annexer, il y a des archives annexées, mais pas celles-là, mais on m'a autorisé à les exploiter. Donc vous avez tout le parcours de Tripoli jusqu'à Rabat, par l'Europe centrale. La plaque tournante, c'est l'Allemagne fédérale. Le plus grand port, c'est Hambourg. Les banques, c'est Francfort sur le Main. Et donc c'est un lieu de rencontre où les négociations ont lieu. Il y a, c'est ce que je disais, il n'y a pas qu'une politique d'État uniformisée, il y a un réseau incroyable de lobbies, de groupes, de liens personnels qui interviennent sans cesse et qui vont permettre que ces négociations, ces tractations, ces transports aient lieu. Et alors concernant le Sahara, le souci du gouvernement, le souci du général de Gaulle, ce n'était pas tant, d'ailleurs il y a des archives où c'est explicite, où Bernard Tricot explicite, donne des consignes en la matière. Ce n'est pas tant le développement des zones ou l'amélioration du niveau de vie des populations locales ou des oasis, c'est avant tout protéger au maximum les investissements et les rentabiliser dans le secteur des hydrocarbures et surtout continuer la poursuite des essais atomiques jusqu'en 1966. Puisqu'en 1963, il y a la deuxième bombe qu'on va expérimenter. Et c'est surtout le souci, c'est de conserver, de trouver comment négocier que l'Alliance, que l'OTAN continue d'accorder les crédits qui permettent d'entretenir et de renouveler l'équipement des bases nucléaires, aussi bien sur les sites de Colombécha, Heinecker, que sur la côte, Mers-el-Kébir entre autres, et certains aéroports. Alors, j'ai eu accès à des archives inédites en la matière, où je me dis, finalement, c'est la partie cachée des accords d'Évian. Côté algérien, cela échappe aux Algériens. Et d'ailleurs, c'est explicité. Les Français, les dirigeants français le disent. De toute façon, cet aspect-là, les Algériens n'en connaîtront rien, puisque c'est une affaire intérieure de l'OTAN. Mais il y a ces crédits-là qui font souci au gouvernement français. Comment les conserver pour pouvoir poursuivre l'entretien, le renouvellement des bases nucléaires, et on le sait, puisqu'elles ont continué à être sous contrôle français jusqu'en 1966, avant que les essais se poursuivent ensuite dans le Pacifique. Donc c'est ça l'enjeu le plus important. Et c'est cynique, mais à certains moments, j'ai lu des textes où on dit, mais on montrera que nous, on est attachés aux populations locales sahariennes, et qu'elles préfèrent finalement vivre le confort économique européen. Il faut les protéger, il faut protéger leurs conditions de vie, il faut améliorer. Ça, c'est pour la façade. Dans les coulisses, c'est l'enjeu nucléaire et c'est la production des hydrocarbures qui permet de financer, entre autres, la recherche et l'expérimentation atomique qui est fondamentale. Donc la question algérienne est secondaire. Et l'essentiel, c'est de faire participer l'Allemagne fédérale à la fabrication de la bombe française et de continuer à préserver les intérêts vitaux de la France dans le sud de l'Algérie. Je vous remercie.